Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. En finir avec l'ivoirité, c'est l'un des objectifs du projet de nouvelle constitution présenté par le président ivoirien devant les députés ce mercredi et entouré d'un important dispositif de sécurité. Le texte sera soumis à référendum fin octobre après avoir été adopté par l'Assemblée. À l'avant-veille des législatives au Maroc, nous vous proposons le portrait d'un candidat salafiste, l'un des plus connus du pays. Après avoir passé 8 ans en prison, Abdelwahab Rafiki est en quête de respectabilité. Reportage à Fès, dans le nord du Maroc, où il a été accueilli avec un accueil triomphal. Ça y est, la ligne Addis Abeba-Djibouti est inaugurée. Il faudra désormais 10 heures à peine et non plus 2 jours pour relier les deux capitales. L'objectif de ce train, construit et financé par la Chine, est de désenclaver l'économie éthiopienne. C'était une promesse de campagne du président Ouattara lors de la présidentielle. Devant les députés ce mercredi, il a même promis l'avènement d'une troisième république, un tournant dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ce moment essentiel de son quinquennat, le chef de l'État ne voulait pas le voir amoindri par un incident. Anna Sylvestre-Renner à Abidjan. L'Assemblée nationale était barricadée pour l'occasion. Un impressionnant dispositif policier et militaire entourait ce bâtiment pour ce jour qu'Alassane Ouattara a qualifié d'historique devant les députés. Le président ivoirien a défendu sa nouvelle constitution avec d'abord la simplification des critères d'éligibilité à la présidence de la République. Ces critères qui ont été la source de nombreuses tensions cette dernière décennie. Le texte prévoit également l'instauration d'un Sénat et d'une vice-présidence. Tout cela, c'est pour une meilleure stabilité du pays, un renforcement de la paix. C'est en tout cas ce que défend Alassane Ouattara. Écoutez-le. L'enjeu va au-delà de nos sensibilités politiques, au-delà de nos ethnies, au-delà de nos régions d'origine. Parce qu'il s'agit ici de ce qu'il y a de plus grand que la somme de nos intérêts personnels. Il s'agit de la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est donc avec beaucoup de fierté que je vous soumets ce nouveau contrat social. Les députés vont maintenant pouvoir débattre et amender s'ils le souhaitent, mais il y a peu de suspense quant à leur vote dans cette Assemblée qui est à une très large majorité composée de membres de la coalition au pouvoir. C'est lors de la campagne pour le référendum prévu à la fin du mois d'octobre qu'on devrait entendre l'opposition qui, elle, est vent debout contre cette nouvelle constitution. Une opposition réduite pour l'instant au silence. La manifestation qu'elle avait prévue devant cette Assemblée nationale a été interdite et un de ses leaders a été brièvement interpellé. Au Cameroun, c'était la reprise du procès de notre confrère Ahmed Abba, accusé par les autorités de complicité de terrorisme. Le correspondant en langue haoussa de RFI, incarcéré depuis plus d'1 an, comparaissait ce matin devant le tribunal militaire de Yaoundé. RFI et les avocats du reporter ont demandé l'acquittement et les juges ont renvoyé le procès au 19 octobre prochain pour se prononcer sur cette demande. La directrice de Radio France Internationale avait fait le déplacement dans la capitale camerounaise. Écoutez. Il nous a semblé, à RFI et plus largement dans le groupe France Média Monde, et en accord avec la présidente Marie-Christine Saragosse, qu'il était essentiel que je vienne jusqu'à Yaoundé pour cette audience. D'abord pour montrer à Ahmed Abba que nous le soutenions très fortement, que nous croyons en son innocence et que nous réclamons, comme cela a été fait à plusieurs reprises déjà, sa libération. C'était un geste à la fois humain, évidemment, de venir le voir, de le rencontrer. J'ai pu lui parler, constater qu'il était très fort, très convaincu qu'à l'issue de ce procès, il obtiendrait gain de cause. Et pour moi, lui témoigner de tout notre soutien et notre certitude qu'il était innocent des faits qui lui sont reprochés. Cécile Mégy, la directrice de Radio France Internationale. Tous les médias publics sont en grève au Burkina Faso, notamment le quotidien national Sidoya et la radio-télévision publique. Ça dure depuis lundi maintenant. Le personnel des médias réclame des augmentations salariales et plus d'indépendance. La grève est très largement suivie. Les étudiants sud-africains, eux, continuent leur mouvement de contestation. Cela fait 3 semaines que durent les manifestations contre la hausse des frais de scolarité et gagnent de plus en plus d'universités. À Johannesburg, une contre-manifestation avait été organisée ce mercredi, provoquant de vives tensions entre étudiants. Nicolas Germain. No one, however benevolent, can ever hand power to the blacks, and this is an example.
Des débats houleux entre ceux qui protestent contre la hausse des frais de scolarité et les étudiants qui exigent la reprise des cours. Le coût des études supérieures est souvent prohibitif pour les familles noires qui, en moyenne, gagnent 6 fois moins que les familles blanches. Le gouvernement a lui promis de payer pour les étudiants les plus pauvres. Ceux qui demandent la réouverture des universités ne sont pas surpris par ces vifs échanges. On s'attendait à ça. On s'est mal exprimé. On n'est pas contre ceux qui veulent une baisse des frais de scolarité. On veut juste que les cours reprennent le plus vite possible, c'est tout. Les partisans d'une éducation gratuite se disent déterminés. Leurs provocations ne nous arrêteront pas. La police a échoué. Les Blancs ne vont pas empêcher cette révolution. Mardi, les manifestations ont été plus violentes. La police a tiré des gaz lacrymogènes. Les universités de Wits et du Cap ont annoncé qu'elles resteraient fermées jusqu'à lundi. Le Maroc dans les derniers préparatifs à 2 jours des législatives, les premières depuis les printemps arabes et l'accession des islamistes du PJD au pouvoir. Et pour la première fois, des candidats salafistes se présentent. Certains ont passé des années derrière les barreaux et misent sur les urnes pour gagner en respectabilité. Parmi eux, Abdelwahab Rafiki, que nos envoyés spéciaux Rabia Oussibrahim et Mohamed Amerkad ont rencontré à Fès, dans le nord du Maroc. Aux côtés du chef du parti Al-Istiqlal, vêtu de son habit traditionnel, Abdelwahab Rafiki se prépare à un meeting électoral. Il est deuxième sur la liste des candidats du parti pour les législatives à Fès. L'accueil est triomphal pour ce nouvel entrant en politique, connu depuis des années comme l'un des salafistes les plus notoires du pays. Abou Hafs avait béni les attentats du 11 septembre. Son extrémisme l'a conduit en prison où il a passé 8 ans après les attentats de Casablanca en 2003. Aujourd'hui, il est adepte d'un salafisme qu'il dit réformé. Si vous parlez du salafisme wahhabite extrémiste qui juge durement les autres et les exclut, je ne soutiens pas ce salafisme-là. Mais si vous parlez d'un salafisme rationnel, flexible avec l'interprétation des textes sacrés et qui prend en compte la réalité de notre société, alors là, je suis fier de faire partie de ce salafisme-là. Abou Hafs est accusé de faire le jeu du pouvoir et de créer des scissions au sein du courant salafiste. Lui, il voit les choses autrement. S'il se trouve que nous sommes en accord avec le régime pour protéger notre société du terrorisme et de l'extrémisme et pour protéger nos jeunes des idées terroristes, alors il n'y a pas de problème à travailler ensemble pour atteindre le même objectif. J'aime beaucoup cette idée-là. Une position que tous les salafistes ne partagent pas selon les autorités marocaines. Elles ont refusé la candidature du salafiste Hamad Al-Qabbaj à Marrakech, créant la polémique. Il se présentait avec les islamistes du PJD à la tête du gouvernement depuis 5 ans. Tout en intégrant le salafisme dans le jeu politique, le régime marocain garde les différents courants islamistes sous contrôle. Il aura fallu 4 ans de travaux pour construire la ligne de chemin de fer reliant la capitale éthiopienne Addis Abeba à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique. Le train censé désenclaver l'économie éthiopienne a été inauguré en fanfare ce mercredi par le Premier ministre éthiopien. Le président djiboutien, en présence également d'une importante délégation chinoise. La ligne ferroviaire est en effet financée par Pékin. Et les précisions à Addis Abeba de Karim Lebourg. Ce train va permettre de relier le port de Djibouti à Addis Abeba en à peine 10 heures, un gain de temps considérable comparé aux 2 jours aujourd'hui nécessaires par la route, une route montagneuse, surchargée, sur laquelle circulent plus de 1500 camions par jour et le chiffre ne cesse d'augmenter à mesure que l'économie éthiopienne se développe. Cette ligne de train entièrement électrique a été construite et financée par la Chine et remplace l'ancienne ligne française, aujourd'hui presque centenaire et abandonné. Et ce train est pour la Chine une vitrine de sa technologie en Afrique et ce n'est sans doute que la première étape. L'idée est de créer une ligne transafricaine de l'Est à l'Ouest de l'Afrique, du port de Djibouti au golfe de Guinée. Le trajet aujourd'hui prend plus de 3 semaines par bateau en contournant le continent par la Corne de l'Afrique, mais ce rêve d'une ligne transafricaine est encore lointain parce qu'il faudra traverser des pays comme le Soudan du Sud ou la Centrafrique qui sont aujourd'hui des pays en guerre.
En période de crise économique au Nigeria, les autorités veulent récolter de l'argent par tous les moyens et donner l'exemple en réduisant leur train de vie. Le président Muhammadu Buhari a ainsi mis en vente 2 jets privés. Une petite annonce a même été publiée dans les journaux nigérians. La vente de ces 2 avions de luxe appartenant au gouvernement devrait rapporter quelques 7 milliards de naira à l'État, soit près de 20 millions d'euros. On a appris le décès à l'âge de 95 ans de Georges Ballandier. Cet anthropologue et sociologue français était un grand spécialiste de l'Afrique, auteur de l'Afrique ambiguë ou sociologie actuelle de l'Afrique noire. Il est connu pour avoir forgé avec Alfred Sauvy le concept de tiers-monde. Il était un habitué du continent du Sénégal à la Côte d'Ivoire en passant par le Gabon ou la Mauritanie. Lui aime et parcourt le continent, ses pinceaux à la main depuis de nombreuses années. L'ancien navigateur Titouan Lamazou expose en ce moment à Bamako. L'artiste propose un autre regard sur le nord du Mali et le Sahel avec le reporter et photographe Arnaud Contreras. Des photos, des aquarelles, notamment des portraits de réfugiés à voir jusqu'au 28 octobre à l'Institut français de Bamako. Et on va se quitter sur ces images. Merci de nous avoir suivis.